Et en 1996, il y a eu, ils se sont rassemblés, c'est plutôt les grands frères qui se sont rassemblés. Ils ont dit bon, ça serait bien de pouvoir vivre de la pratique qu'on fait en fait. Et ils ont décidé d'appeler ça Yamakasi, l'art du déplacement. L'art du déplacement comme nom de pratique, et puis Yamakasi c'était le nom du groupe. Mais avec le temps, pour moi Yamakasi, c'est un choix. C'est un choix qui s'est fait à la sortie du film Yamakasi en 2001. Les gens, lorsqu'ils voyaient des gens sauter et bouger dehors, ils disaient ah, tu fais du Yamakasi. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus juste en fait. Je trouvais que c'est vrai que le truc qui est important, c'était l'état d'esprit qu'il y a dans la pratique. Ouais. Et que Yamakasi, c'est quelque chose que Yamakasi, c'est-à-dire esprit fort, et c'est quelque chose qui est très important dans la vie en fait. Quand tu fais quelque chose d'important dans ta vie, il faut garder le cap, il faut avoir un esprit fort à ce moment-là. Mais c'est pas une question de force comme je disais physique, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de simplement vouloir quelque chose en fait. Alors en fait Yamakasi c'est un mot zaïrois de la langue africaine. Quoi, je sais pas si on dit la langue africaine, mon français il est un peu bizarre. Mais Yamakasi ça veut dire esprit fort, corps fort, homme fort. En fait. C'est tout ce qui est associé à fort en fait, dans la langue de Lingala. Ouais. Et puis pour moi le truc qui était important dans le mot Yamakasi c'était esprit fort. Je sais pas, j'ai remarqué que dans la vie c'était plutôt l'état d'esprit qui était important dans ce que tu fais. En fait. Aujourd'hui la pratique Yamakasi, on la connaît pas beaucoup. En fait. On connaît beaucoup plus le parcours et le freerunning, mais la pratique Yamakasi, l'art du déplacement, mais moi je dis Yamakasi, c'est présent. Il y a plusieurs académies qu'on appelle ADD Academy qui sont là, qui sont dirigées par mon grand frère et puis soutenues par 3 Yamakasi dont moi aussi. Et il y a une nouvelle génération pour moi qui est épatante en fait. Pour moi c'est des gens qu'on ne voit pas trop, mais quand je les vois ils sont épatants en fait. J'adore leur manière de penser, leur recherche et puis comment ils essayent dans leur vie de tous les jours en fait de se réaliser, et puis je vois des gens mais vraiment généreux en fait aussi. Ouais. Je dis pas qu'ils sont tous généreux, parfois c'est le bordel aussi, hein, mais il y a toujours cette envie de vouloir bien faire les choses en fait. Quand, beaucoup de gens me demandent la différence entre parcours et Yamakasi. L'histoire de Yamakasi est différente de l'histoire du parcours dans l'origine déjà. Et il faut juste se dire que quand le parcours est né, il y a eu au même moment une pratique qui s'appelle l'art du déplacement Yamakasi, qui est née mais d'une autre origine, pourtant on se rejoindra en fait au bout du compte. Mais on peut voir des points communs avec plein de pratiques. Je sais pas, avec les arts martiaux, le kung-fu, la pensée Shaolin, avec le yoga, sur je sais pas, l'état d'esprit, avec la danse, avec le hip-hop. Parce que Yamakasi c'est un truc qui est universel. On parle de la vie de tous les jours en fait. On parle de la vie en général. En fait. C'est normal qu'en fait on peut voir des points communs dans toutes ces choses-là. Je vais courir, la course c'est une base parce qu'en fait ça fait travailler la respiration et ça travaille tout le corps. Et puis dans ce qu'on fait dans la pratique Yamakasi, il y a beaucoup de courses en fait. Il faut avoir une très longue endurance. Alors ça peut commencer par des footings, il y a beaucoup de tractions comme là j'ai fait, beaucoup de travail avec le poids du corps, un peu là ce qu'on appelle aujourd'hui le workout. Et après je travaille mes sauts, je travaille les sauts de base, après j'ai mes exercices où est-ce que je me stretch, où est-ce que je m'étire, mais pas vraiment des exercices vraiment de souplesse, mais toujours de travailler dans la mobilité. Après je fais avec des exercices vraiment qui sont un peu plus techniques et aussi spécifiques à ce que je veux faire en fait dans mes objectifs en fait du moment. Quand tu sais que quelque chose que tu fais donne un sens à ta vie, tu comptes pas les heures, tu comptes pas le temps. C'est un truc qui se fait tout le temps en fait. Et puis c'est pas l'entraînement que là je fais. En fait lorsque tu entraînes ton corps, en fait c'est un travail que tu dois faire toute ta vie. C'est pas quelque chose qui est acquis en fait en permanence. C'est un travail de tous les jours, tout le temps. En fait. Lorsque je vais sur les toits par exemple ou que je fais des choses qui sont dangereuses, en fait tout compte.
ces moments-là. C'est pas. C'est-à-dire que je vérifie souvent le mur avant l'atterrissage et puis aussi le départ. Je regarde si ça glisse pas. Parce qu'en fait, quand tu es dans les hauteurs, t'as pas droit à l'erreur. Il faut vraiment tout vérifier au maximum que toi tu peux en fait. Pour pas minimiser le danger au maximum. Et puis il faut vérifier si le terrain il est bon, si ça le temps il est bon. Si toi t'es prêt aussi, c'est sûr. Mais il faut tout vérifier en fait. Parce qu'il suffit que tu glisses et qu'il y ait le moindre chose que toi t'as pas vu en fait. Pour que tu sois déstabilisé. Et puis dans cette hauteur-là, tu peux pas te le permettre en fait. Alors que quand tu es sur le sol, que tu t'amuses, là tu peux improviser beaucoup plus, là tu peux plus t'amuser, là tu peux plus te laisser aller. En fait. C'est beaucoup plus difficile. Quand il pleut, ça glisse partout, t'es plus lourd, t'as pas les mêmes appuis, tes repères ils changent. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Quand j'ai commencé à m'entraîner, il n'y avait pas de nom à l'époque. Il n'y avait pas de professeur, il n'y avait pas d'état d'esprit vraiment dit, et puis et pas d'éthique vraiment. Et puis quand on a commencé à créer Yamakasi, à développer Yamakasi, là on a dû mettre en place les choses en fait, la manière de penser, qu'est-ce qui était important dans la pratique, l'aspect physique, les entraînements, et puis comment aborder les obstacles en fait. Ouais. Et puis de là, j'ai vu que j'avais ma propre manière de penser et que très tôt j'avais vu déjà qu'il manquait quelque chose dans ces pratiques-là en général, que j'avais vu dans ce qu'on appelle l'art du déplacement, le parcours, le freerunning. Pour moi, il y avait un manque en fait. Et puis en tant que personne, en tant que Yamakasi, puis aussi en tant que personne, la chose que j'ai voulu montrer qui était importante en fait aux gens, c'était la dédicace en fait. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, en fait c'est pour que tu sois mieux en fait en général. En fait tu fais toutes les choses pour que tu aies une meilleure qualité de vie. Et en fait on ne comprend pas que tous les obstacles que tu rencontres dans ta vie et toutes les choses négatives, c'est par rapport à ta manière de penser et puis surtout quand tu fais des choses trop de manière égoïste. Il ne faut pas confondre travailler sur soi et puis quelqu'un qui est égoïste. Hein. C'est vraiment deux choses différentes. Mais j'ai vu que la manière de penser égoïste, c'est ce qui crée tous les obstacles en fait. Et qu'il fallait changer ça. Et dans ces pratiques-là qu'on voit aujourd'hui, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de technique en fait pour
trouver une solution par rapport à ça. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué qu'il fallait faire une pratique pour toi. C'était important parce qu'il faut travailler sur soi avant. Et aussi en faisant la dédicace, c'est-à-dire que tu fais un mouvement en plus pour ta famille, pour tes amis, pour je sais pas, les gens que tu aimes bien ou pour les gens que tu n'aimes pas. Ça développait ta compassion et ton altruisme en fait. Et puis ça te permettait d'aborder tes problèmes, mais en pensant aussi aux problèmes des autres. Ça relativisait tes problèmes, mais aussi tu étais capable de prendre les problèmes des autres et puis aussi les tiens en fait en charge en fait. Ça te donnait une je sais pas plus grande force et ça libérait beaucoup de choses parce que tu te rends compte que l'ami ennemi c'est quasiment la même chose en fait. Ça dépend des moments en fait. Alors ça aidait beaucoup dans la vie, cette manière-là de penser en fait. Et c'est pour ça que j'ai développé ma pratique parce que je trouve qu'aujourd'hui dans ces pratiques-là, on aborde beaucoup le physique, beaucoup les sauts, beaucoup les grands sauts, beaucoup la performance, mais pas assez d'importance à l'état d'esprit et puis aussi ce côté altruiste en fait. Je dis pas qu'il faut penser qu'aux autres en fait, il faut penser à soi. C'est vraiment important de travailler sur soi constamment. Mais c'est important aussi d'avoir cette pensée-là aux autres parce qu'il y a toi et puis tu vis dans un monde où est-ce qu'il y a 7 milliards de personnes aussi, quoi. C'est toujours à propos de l'esprit en fait tout ce que je fais. Ouais. Je pense que faut que vraiment qu'on comprenne que dans tout ce qu'on fait, en fait, le corps c'est important. Il faut vraiment prendre soin du corps parce qu'en fait c'est notre outil de travail en fait le corps. Il faut en prendre soin, mais c'est l'esprit qui dirige le corps en permanence. En fait. Et après on peut le retrouver par le mental et tout, mais c'est un peu comme quand on prend l'exemple de la voiture en fait. Le corps ça serait comme une voiture, mais c'est le conducteur qui est important. Dans la méthode, l'état d'esprit Yamakasi, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que vraiment, mes grands frères, ils m'ont appris ils m'ont appris énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux. Et cet esprit fort, pour moi, c'est quelque chose qui est important dans la vie, en fait. Et ensuite, dans ma méthode, c'est un peu comme une méthode sans méthode, en fait. C'est-à-dire que toutes les choses qui pourraient t'aider, je les prends, en fait. C'est-à-dire que je ne me restreins pas dans un système ou dans une manière de penser. C'est-à-dire que tu t'adaptes et puis dans la vie tu changes, tu évolues et puis ta manière de faire les choses vont aussi changer. Alors au début j'utilisais les pratiques Yamakasi de base, ensuite j'ai appris la capoeira et que là je continue toujours à en faire, ça fait maintenant ça fait 15 ans. J'ai appris les arts martiaux, surtout un art martial Anja qui est le Kalaripayat. J'ai appris la danse et là je continue toujours parce que je suis toujours un débutant, j'ai un problème de danse. Et puis maintenant c'est l'escalade. C'est l'escalade qui me passionne. Mais chaque pratique là, je fais pas plusieurs choses en fait. C'est vraiment la capoeira, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, je continue à en faire parce que c'est une pratique qui. Je pense que toute ma vie ça va rester la capoeira. C'est une pratique qui est très riche. Le Kalaripayat c'est pareil. L'escalade, je viens de commencer mais je sais que c'est quelque chose qui va me prendre des années avant de comprendre ce qu'il y a à comprendre pour moi en fait. Tout comprendre je pourrais pas, je suis pas beaucoup trop large. Et puis la danse, pour moi je vois la vie comme une danse. Alors je sais aussi que ça va rester toute ma vie. Ouais. Bizarrement, quand je grimpe des ponts et tout, je me cache pas forcément. Je le fais sur le moment, je trouve que les conditions sont réunies pour que je puisse grimper le pont. Et en fait pour moi ça me permet de voir la vie autrement. En fait, en fait Yamakasi c'est un peu comme une école de la vie. C'est-à-dire que ça t'apprend des choses que tu n'apprends pas forcément à l'école en fait. Et quand je monte un pont, j'emprunte un autre chemin. C'est comme emprunter une autre vision d'aborder la vie de tous les jours en fait. Et puis ça te permet de voir la vie autrement. Et puis en même temps, j'aime bien le pont parce que pour moi le pont c'est le lien qui fait entre quelque chose et une autre chose. Mais il y a un lien en fait entre ces deux choses différentes. Le pont te permet, je sais pas, de traverser une rivière alors que normalement c'est pas possible. J'adore ça en fait. Ouais. Et puis j'adore être dans la hauteur et puis avoir ce recul-là pour voir la vie sous un autre angle et puis la voir vraiment avec ce recul qui te permet d'être relâché et puis de voir qu'est-ce qui se passe réellement en fait.
et pas forcément la tête dedans où est-ce que tu ne comprends plus rien. En fait. Ouais. C'est important qu'on puisse avoir je sais pas, du temps pour soi, mais après tu peux trouver ce pont-là en toi en fait. Je passe à la même chose, tu peux. Il y a plein de gens, je vois, je sais pas, dans le bus, je vois, ils sont assis, et puis on dirait qu'ils sont ailleurs. En fait, ils sont sur leur pont à eux, en fait. C'est ce temps-là que tu prends pour toi, que tu le fais parfois inconsciemment, mais qui est important de faire, en fait. Ouais. Ça, c'est pourquoi Ouais. tu commences à manger comme un végé ou Non. pourquoi J'ai commencé à tu manger décides? végétarien parce que je trouvais que dans la vie, on vit dans une époque assez violente et assez difficile où est-ce qu'on fait pas assez attention aux choses, on fait pas assez attention aux gens et on fait pas attention aussi aux animaux qu'on considère sans conscience en fait, alors qu'ils en ont une. Et je me suis dit comment je pourrais aider à ma manière en fait et à mon niveau. Et puis je dis bon, de ne pas manger de viande pour moi c'est ma contribution en fait par rapport à ça. Ça m'arrive parfois de manger du poisson mais très rarement. Mais quand j'en mange c'est plutôt comme une faiblesse en fait, comme par envie. Mais même quand je mange j'ai pas ce plaisir là en fait. Je sais pas, lorsque je mange je fais toujours un souhait comme une prière pour l'animal que là je mange. Et puis je sais que c'est un peu comme si il me faisait don de sa vie en fait. Pour moi c'est important de respecter ça en fait. La pensée bouddhiste, hein, je parle pas C'est juste je parle de la manière de penser, de la sagesse bouddhiste, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en fait. Parce que ça parle de la vie et il y a des solutions qui te permettent d'être un homme libre en fait, à travers cette sagesse là en fait. C'est quelque chose qui est très fort dans la culture vietnamienne, alors j'ai l'impression d'avoir grandi dedans. Mais j'ai pris conscience quand j'ai vu, c'est en observant les gens en fait. C'est-à-dire que quand je suis devenu Yamakasi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup comment dire ça, c'est le passé, la culture de la personne, la culture du pays, mais aussi le passé familial emprisonnait les gens en fait. Malheureusement, on regarde ce que fait notre famille, c'est soit tu veux faire la même chose ou soit tu veux faire carrément l'opposé en fait. Mais dans les deux choix, tu es influencé par ça en fait. Alors qu'il faut essayer d'aller au-delà de tout ce passé-là qui te conditionne et qui t'emprisonne en fait. Et puis dans la sagesse bouddhiste, il y a comme des méthodes, je sais pas, des outils qui te permettent de dépasser ces choses-là en fait. Alors, je suis né en France, mes deux parents sont vietnamiens. Mon père est français-vietnamien, je suis du sang français. Mais j'ai grandi que dans la culture vietnamienne. Mon père était président d'une association, comment on dit ça, de Kalung. Ouais, Kalung. Alors je voyais tout. Alors j'étais entouré que d'artistes vietnamiens, de chanteurs, des gens qui faisaient de la guitare, de la batterie, qui faisaient de la peinture, de la sculpture, de comédiens, d'artistes, et qui étaient vraiment, je sais pas, je pense que les Asiatiques, mais quand ils changent de pays, ils restent entre eux. Je sais pas. Il y a vraiment, c'est très fort. Il y a, je sais pas, le culte des ancêtres. J'ai toujours grandi. À la maison, on mangeait que vietnamien, sauf si c'était ma famille française qui venait, qui faisait à manger. Mais ma mère fait que des plats vietnamiens. On parle que vietnamien à la maison. Mais moi, je parlais pas beaucoup. Et ouais, c'était. Tout mon enfance, et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est la culture vietnamienne en fait. Dans ma famille, on n'a pas de religion forcément. On n'est pas chrétien, on n'est pas bouddhiste, on n'est pas. Chez moi, c'est ma mère. Quoi, il a dû vraiment que je vienne au Vietnam pour, je sais pas, comprendre que j'ai vraiment grandi dans la culture vietnamienne. C'est-à-dire qu'on a toujours fait le culte des ancêtres, fêter le Tet, comme tout le monde, comme tous les Asiatiques. La manière de penser, la manière de vivre dans la vie en France, c'était comme une vietnamienne. Hello.
tại cái lúc nãy thì nó chỉ là ngồi nói chuyện thôi, còn cái này là tiệc tùng nên nó mới vui vẻ. Sinh nhật còn không vui. Cậu buổi quà vậy? có những Nó sai chờ thế. có cái bọn này Đồng ly. bia Mì rơi à? cái có vô đeo Mạnh đất ui. đồ Mì hả? không bia Mì hết rồi hả? Long ly. long bia Không phải là mới Long ly. long bia Mờ mi. long bia Y. long bia du bia Dùng mi nó nữa. Nói thì không hiểu gì. Vậy thì ai sao bạn? Rồi. Tout le monde m'aide tous les jours, je sais pas, parler vietnamien et tout. La première fois que je suis arrivé au Vietnam, j'ai pris un mois de cours à l'école avant. Mais avant que je vienne au Vietnam, pendant un an, j'ai repris l'école en fait. Ça faisait des années que j'avais arrêté l'école et je suis retourné à la fac où est-ce que j'ai appris plus les bases, qu'est-ce que était l'écriture vietnamienne, la langue et puis toutes les bases que je connaissais, mais que pour mieux les comprendre en fait. Et puis en parlant avec les gens, en allant à l'escalade, les gens me parlent qu'en vietnamien. Et ensuite pour le film, j'ai pris une professeure vietnamienne qui m'a aidé pour le film. Et puis là maintenant, je travaille dans une agence en tant qu'assistant directeur de casting. Et puis, maintenant, je parle avec l'équipe. Mais j'ai pas encore eu... j'ai hâte de voir le moment où est-ce que ça va se débloquer en fait pour parler en fait. Beaucoup plus. Je parle vietnamien, mais j'ai l'impression que c'est comme quand je parle... je sais pas, ouais, non, c'est pas du chinois quoi, mais c'est vraiment drôle parce que parfois je parle longtemps avec quelqu'un et au bout de 5 minutes je dis ah mais en fait il ne comprend pas. Je me rends compte qu'il ne comprend pas parce que j'ai un accent bizarre, je sais pas quoi. La vie au Vietnam, c'est parfois facile, parfois difficile. Le côté facile, c'est j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une culture vietnamienne, alors de comprendre certaines choses. Puis il y a des choses que je ne comprends pas parce que j'ai aussi une culture française, occidentale. Et parfois c'est dur quand tu ne comprends pas les gens forcément dans leur manière de penser tous les jours. Il y a aussi la langue, où est-ce que je parle un vietnamien que personne ne comprend. Alors c'est drôle. Par exemple? Mais, je sais pas si Mo Xoài ou Sao Bồ Lăng, không biết nói sao. Sao Bồ Lăng, des trong nhà hàng, des ăn je sais pas, des chợ. Même dans le travail en fait, je parle avec les gens et puis j'essaie de parler et parfois on comprend pas. J'essaie tous les jours, je sais pas, de travailler ça et puis je suis tellement, je sais pas, moi je suis comme artiste, j'exprime plus par le corps que par la parole en fait. Du coup j'ai plus de difficultés peut-être pour apprendre une langue, je sais pas. Je savais pas qu'en fait j'allais venir au Vietnam et que j'aurais eu la chance d'aller au mariage de mon oncle. Tous les gens de ma famille disent hey, mais il y a personne, je dis ah je suis là. C'est bien. Et puis ouais c'était drôle. J'ai fait 3 heures de mobilette, je sais pas pour aller le voir, sur des routes. Et je suis tombé en panne, j'ai cassé ma roue, j'ai dû réparer tout ça. C'était une grande aventure par jusqu'à lui et puis j'ai cru que j'allais jamais arriver. J'ai dit bon, je sens que je vais arriver, ça sera fini, mais j'ai eu la chance d'arriver vraiment à la fin, de croiser quelques personnes de ma famille, vite fait, vraiment très vite, juste 5 minutes, et puis de voir mon oncle au moins quoi. Ouais. Mariage vietnamien, j'ai déjà vécu en France, parce que ma famille est vietnamienne, et puis on se marie de la tradition française et puis aussi vietnamienne. Mais là c'est la première fois que je suis au Vietnam et que je fais un mariage vietnamien. Mais j'ai rien vu parce que je suis arrivé en retard. Je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé à la fin, alors je ne sais toujours pas. Je suis arrivé trop tard. Et je peux pas dire grand chose sur ça, mais sinon j'étais content de voir mon oncle heureux quoi. Avec sa femme, avec Colin. Je suis content quoi. Parce que Colin, je l'ai connue il y a 10 ans lorsque je suis venu pour la première fois au Vietnam. J'ai vécu chez elle. Et puis mon oncle, je le connais depuis mon enfance, depuis que je suis né, lui il m'a vu. Et puis je suis content de les voir heureux quoi. Mais je sais toujours pas pour les mariages vietnamiens, j'ai loupé. J'ai participé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et de mes 16 ans à mes 18 ans, j'ai vécu la vie d'artiste sur scène en fait. Où est-ce que tous les soirs, j'ai joué devant 4000 personnes au Palais des Congrès. Et là c'était
c'était mon école artistique en fait. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois les danseurs professionnels, danseurs classiques, danseurs contemporains, jazz. Et j'ai beaucoup accroché en fait, dans leur manière d'être, dans leur manière de travailler. Il y avait une beauté dans ça que j'admirais beaucoup en fait. Ouais. Ça c'était un moment très important. Et ensuite, à 18 ans, j'ai fait le premier film Yamakasi. Et là c'était un gros bond en fait. Parce que grâce au cinéma, justement, beaucoup de gens ont pu connaître la pratique Yamakasi par Kofi Wenning. Et puis le film a eu un très grand succès. C'est le premier film qui parle de ces pratiques-là et qui est sorti dans beaucoup de pays. Et pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai dû... Il y a aussi... je suis quelqu'un de libre, mais maintenant, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi en fait. Ce que je fais a aussi des conséquences. Et puis pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait parce que j'étais un Yamakasi et qu'en fait, je ne pouvais pas faire. C'est-à-dire que j'aurais pu gagner beaucoup d'argent à travers des marques qui n'étaient pas forcément à l'image Yamakasi, mais que des jeunes de la nouvelle génération défendent maintenant aujourd'hui, mais qu'à l'époque, je disais non parce que je ne voulais pas m'associer à ça. J'ai un moment, pour moi, c'était important. Le film que j'ai fait avec Rowan Atkinson, Mr Bean, c'était quand j'étais à Hong Kong. Et c'était une période importante parce que j'ai fait le choix de je sais pas, quitter la France pour vivre en Asie. J'ai eu des très grandes difficultés parce que je parlais pas chinois, je parlais pas encore anglais à cette époque-là. Et quand j'ai fait le film avec Rowan Atkinson, Mr Bean, c'était un moment important parce que j'ai pu découvrir une manière de travailler dans le cinéma en fait. Et c'était la méthode anglaise et que j'ai adoré en fait. Ouais, anglaise, américaine. Et puis voir je sais pas, Mr Bean travailler, et puis toute l'équipe réalisateur et tout le staff caméraman et tout, mais avec la méthode anglaise et tout, j'étais admiratif quoi. Parce que je connais la méthode française ou orientale et tout, mais cette méthode-là, ça m'a apporté une autre vision en fait. Pour moi, c'était un choix. En fait, c'était un moment de ma vie où est-ce que je me demandais où est-ce que comment j'allais aborder mon côté artistique que j'avais laissé de côté pendant quelques temps parce qu'en fait j'ai eu une blessure, j'ai eu comme une fracture à la cheville qui m'a je sais pas, paralysé presque 3 ans. Et puis quand ça allait mieux, je me suis dit bon, j'aimerais refaire du cinéma, j'aimerais refaire des choses artistiques. Et puis le Vietnam, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Et puis j'ai créé un film que je veux réaliser en fait, qui est je sais pas, franco-vietnamien. Et puis j'ai un ami en fait qui vit ici, un ami d'enfance, et qui m'a contacté au même moment et qui me dit ouais William, ça serait bien que je revienne au Vietnam en fait. Et je dis ouais, je lui dis que je voulais revenir au Vietnam, mais qu'il me fallait certaines conditions pour que je sois quand même à l'aise, pour que je puisse quand même pouvoir m'entraîner et puis faire mes recherches en fait. Ouais, et puis j'ai eu pas la chance d'avoir de bonnes conditions, je sais pas venir ici. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes et je sais pas, qui m'ont permis de faire un casting que en fait, j'ai réussi parce qu'ensuite j'ai fait un film et puis ce film là se passe bien et je suis content en fait. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, je sais pas, de sauter tout. Mais bouger, je sais que ça sera un truc qui sera toujours présent en fait. Parce que je pense que c'est important de bouger dans la vie en fait. Et après tout ce qui est performance et tout, je pense qu'il y a un temps pour tout. Tu peux pas rester tout le temps dans la performance, dans cette recherche-là de performance. Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Cette quête-là de toujours vouloir aller plus loin physiquement, toujours plus haut physiquement. Je pense qu'il y a un temps où tu peux te mettre à fond dans ça et il y a une autre tranche d'âge où est-ce que tu dois peaufiner autre chose en fait.